La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous sur le parquet de la Radio Off. C'est la reprise de la NBA, en tout cas la reprise officielle des matchs de la NBA à partir du 30 juillet. La reprise des entraînements des équipes NBA qui ont donc redémarré depuis quelques jours, notamment cette semaine. Et on va aussi en profiter pour annoncer la reprise de Total Africa NBA, le talk show qui fait le point, qui fait la part belle à ces Africains qui sont la fierté du continent, et qui vont donc être bien Total Africa NBA. On va faire le point sur l'actualité de ces Africains qui seront bien présents du côté d'Orlando pour la reprise. Et c'est une très très grande joie pour nous panélistes sur le parquet, puisque vous l'aurez compris, on est un petit peu chauvin. Ce sont des Camerounais qui seront bien présents du côté d'Orlando. Pascal Siakam, Joel Embiid et Luc Mbah-a-Moute qui seront donc bien présents dans la bulle d'Orlando. Donc dans cette émission Total Africa NBA, on va donc faire le point. On va faire le point sur la carrière. Enfin, on va pas refaire l'histoire de ces trois joueurs, mais on va faire un retour sur leur saison. Comment est-ce que leur saison s'est déroulée? Et on va aussi essayer de se projeter sur ce qui les attend dans la bulle pour les matchs de saison régulière. On rappelle qu'il y aura 8 matchs de saison régulière pour eux. Voilà, et voilà, on va revenir sur leur saison et puis se projeter sur ce qui les attend. C'est une bonne idée, non, Missy, qui est là avec nous? Missy, oui. Le parquet de la Radio Off qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Comment va la forme? Bonsoir, je suis bien là ce soir et bonsoir. Voilà. J'ai un petit coup de gueule à pousser. Vas-y. C'est contre une sénatrice qui s'appelle Kelly Lafleur. C'est une sénatrice républicaine. Elle n'est pas simplement sénatrice. Elle est propriétaire d'Atlanta Dream. Et dans des messages, donc elle dit que il ne serait pas souhaitable que les joueuses portent des t-shirts Black Lives Matter. À la place, elle suggère le drapeau américain sur les maillots. Mais il lui a cependant pas échappé que les filles, elles étaient tout de même concernées par toutes ces violences aussi, parce que il y a des femmes noires comme Breonna Taylor qui sont mortes par la police. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun policier n'a été inquiété. Il y a un seul policier qui a été viré. Donc, c'est quelqu'un qui tient manifestement des propos racistes. On connaît son pédigré républicain. Donc, il est question de dire à cette femme-là qui veut interdire les joueuses de toute protestation. Elles sont quand même là parce qu'il y a des joueuses avant elles qui ont protesté. Elles se sont battues pour que la WNBA soit là. Parce que la WNBA est longtemps restée dans les cartons. Il y a eu un précédent modèle qui n'avait pas marché avant que ce soit un modèle saisonnier. Et donc, les joueurs entendent bien protester et les joueurs se demandent comment se fait-il qu'elles soient encore propriétaires d'Atlanta Dream, mais sauf que la WNBA explique que c'est la liberté d'opinion, on peut pas l'obliger à vendre. Donc, il serait temps que les uns et les autres se calment un petit peu. Et puis, on a appris autre chose qu'on a appris. C'est la suspension de Bush. Oui, Adrian Wojnarowski, oui. Vas-y, enchaîne, après il faut qu'on annonce le programme.
sa suspension. Et il a eu mal à partir avec un sénateur et il a dit les mots qu'il ne fallait pas, donc il est suspendu. Et il faut dire que dans cette bulle, les joueurs doivent choisir leurs mots et ça va être difficile pour eux de protester parce que je ne vois personne qui peut marcher en se grattant la plante des pieds. Voilà. Merci, monsieur. On va accueillir le doc qui est avec nous sur le parquet. Le doc, bonsoir, bienvenue dans Total Africa NBA. Comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, ça va assez bien. On essaye d'aller bien. Donc, ça fait du bien de faire un tour sur le parquet. En tout cas, au niveau de la santé, là, on s'entretient. Merci, le doc. Comme je l'ai annoncé, le Doc OneP, tu arrivais quand j'annonçais le programme. On va faire le point. On est dans Total Africa NBA. On va faire le point sur ce qui attend nos compatriotes camerounais, Pascal Siakam, Joel Embiid et Luc Mbah a Moute. On rappelle que ce seront les 3 représentants du continent dans la bulle pour la reprise à Orlando. Donc il y aura de quoi. Il y a de quoi partager certaines infos. Missy qui va compléter ce que j'avais à dire. Tu vas rajouter d'autres noms, vas-y. Non, je disais, il y a Silva, le Gabonais, il y en a quelques-uns. Il y a aussi des joueurs d'ascendance africaine. Il y en a plein d'autres. Du côté du de Miami, effectivement, il y a Silva. Mais je crois que Bam Adebayo, lui, il a été contaminé, non? Il sera pas là, lui, Bam Adebayo. Hein. Je crois que Bam Adebayo, il a été contaminé, il me semble. Hein. Je pense pas qu'il soit là. Contaminé, il n'est pas encore dans la bulle. Ouais, il est contaminé. Ouais. Il n'est pas encore arrivé. Non, je parle des Africains. Au niveau des Africains, des joueurs d'origine africaine. Quand je fais le bilan là, à part Bam Adebayo, à part Chris Silva, Bam Adebayo, il sera pas là du côté du Heat. Du côté des Pacers, je pense qu'il y en a pas. Du côté des Nets, il y en a pas non plus. Du côté d'Orlando, on a Timothée Luau Camaro. Ah oui, il est là, oui. Bon, c'est vrai que c'est pas un joueur majeur, mais bon, c'est pas grave. On aura largement de quoi parler déjà avec les trois joueurs majeurs dont on va discuter l'actualité. Voilà. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. On va commencer donc ce Total Africa NBA. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, première partie de ce talk show, un talk show en 3 parties dans Total Africa NBA avec le point sur ces Africains, les joueurs majeurs, on va dire d'origine africains qui seront donc en NBA pour la reprise. On va commencer par le plus simple, on va dire ça comme ça, le plus simple selon moi. C'est Luc Mbah a Moute, tout simplement. On va pas faire 2 heures sur Luc Mbah a Moute, ça c'est certain. Je vais commencer par faire un retour sur les dernières actualités du Camerounais et ensuite on va se projeter un petit peu sur ce qu'on attend de voir de la part de Luc et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le Doc One Pitch est bien connecté avec nous, je vérifie. Ouais, affirmatif. Allez, j'enchaîne donc avec Luc Mbah a Moute, le Camerounais qui a donc été rappelé par les Rockets de Houston après de longues négociations. Hein. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, qu'on attendait le retour de Luc Mbah a Moute aux Rockets de Houston. On avait évoqué des négociations déjà, je pense que c'est avant même le Covid-19. Il discutait, il y avait déjà des pourparlers entre l'agent de Luc Mbah a Moute et cette franchise. Et puis on n'avait pas entendu, il n'y avait pas eu de suite. Donc voilà. Bon, faisons un retour déjà sur le dernier exploit du Camerounais Luc Mbah a Moute, la dernière fois qu'on a vibré, on va dire ça comme ça, en entendant l'exploit du Camerounais
Luc Mbah a Moute, c'était le 23 novembre 2017, les amis. Luc Mbah a Moute qui était du côté des Rockets de Houston, voilà. Et ce jour-là, le 23 novembre 2017, Luc Mbah a Moute avait battu un record qui tient encore, le record du plus grand, la plus grosse stat en plus-minus de toute l'histoire de la NBA, avec plus 57. C'était dans une victoire des Rockets face aux Nuggets de Denver. Cette nuit-là, il était à 13 points à 100% au tir, avec 4 rebonds et 4 interceptions. Et on rappelle aussi donc cette nuit-là, il a véritablement brillé, en tout cas au niveau de cette stat dont on ne parle pas beaucoup, cette stat plus minus, pour ceux qui ne le sauraient pas. La stat plus minus, c'est cette stat qui permet de voir l'impact d'un joueur sur l'attaque et la défense de son équipe, sa capacité à être performant sur ces deux aspects de leur jeu. Et voilà, Luc Mbah a Moute avait battu ce record avec plus 57. Cette nuit-là, il était à 13 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. On rappelle aussi qu'à cette époque, Mike D'Antoni voyait déjà la collaboration dans le jeu défensif, en tout cas le jeu small ball des Rockets, puisque Mike D'Antoni voulait vivement que Luc Mbah a Moute joue aux côtés de PJ Tucker, qui lui avait déjà été, Mike D'Antoni voyait déjà PJ Tucker pivot. On rappelle que PJ Tucker c'est un poste 4 poste 4 avec une petite taille, donc voilà, Mike D'Antoni le voyait déjà jouer pivot, et il voyait Luc Mbah a Moute à ses côtés. Déjà, puisque il y avait déjà eu des tests en 2017, un match face aux Warriors qu'ils avaient gagné d'ailleurs, et Luc Mbah a Moute et PJ Tucker avaient fait un boulot assez intéressant face aux Warriors de Stephen Curry. Mais malheureusement, le 17 décembre 2017, Luc Mbah a Moute s'était blessé à l'épaule, et c'était pour lui la fin de saison, puisqu'il avait quitté par la suite les Rockets de Houston. Les Rockets ne l'avaient pas signé. La suite de sa carrière l'a donc amené à signer aux Clippers de Los Angeles, puisque lors de la renégociation de son contrat avec les Rockets, ils n'ont pas souhaité lui payer la somme qu'il souhaitait. Et ce sont les Clippers qui signent le Camerounais le 10 juillet 2018. Il se fait opérer du genou gauche. Après sa signature, ça c'est après la signature, il se fait opérer du genou gauche et il est indisponible pour le reste de la saison. Le 7 avril 2018, il est coupé par les Clippers et on perd de vue le Camerounais, véritablement on le perd de vue, on n'a plus de nouvelles de lui jusqu'au 4 juin 2019. Alors le 4 juin 2019, on a des nouvelles de Luc Mbah a Moute, pas parce qu'il revient sur les parquets, mais parce qu'il est diplômé d'Harvard, mesdames et messieurs. Voilà, Luc Mbah a Moute qui obtient un diplôme du côté d'Harvard, aux côtés de deux autres joueurs NBA bien connus, Kevin Love et Julius Randle, dans le cadre d'une formation super accélérée, on va dire ça comme ça. Je crois que la formation avait duré 4 ou 5 jours, 4 jours. Voilà, et à l'issue de cette formation de 4 jours, Luc Mbah a Moute avait reçu son diplôme du côté d'Harvard. Le 2 juillet donc 2020, les Rockets rappellent Luc Mbah a Moute pour remplacer, surtout pour pallier à l'absence de Thabo Sefolosha. Voilà, pour le retour de Luc Mbah a Moute. Alors, je ne sais pas. Alors, on va essayer de se projeter comme ça sur ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à voir sur le parquet avec le retour de Luc Mbah a Moute. Moi, je vous donne mon avis tout à chaud comme ça. Rapidement, vous me direz ce que vous en pensez. Luc Mbah a Moute, il sera pas certainement dans le 5 majeur, ça c'est clair. Il va surtout venir en sortie de banc. Je reviens sur la dernière info sur ses stats. Luc Mbah a Moute, c'était 6 points et 4 rebonds par match. Avec les 8 matchs de saison régulière qu'il aura à jouer, moi je le vois avec une moyenne de points de 2 points et 2 rebonds par match. Je crois que l'essentiel ce sera véritablement ailleurs. Il ne faudra absolument pas s'attendre à voir que Luc Mbah a Moute sur l'aspect statistique, mais sur l'aspect défensif, notamment l'expérience qu'il pourra amener dans cette équipe en défense. C'est ce qu'attend Mike D'Antoni de sa part. Il faudra le voir soutenir PJ Tucker de temps en temps. Vous savez que Mike D'Antoni va aller full small ball
pour ces 8 matchs de saison régulière. Donc Luc Mbah a Moute en sortie de banc, il va servir à perturber un peu les adversaires et puis je suppose qu'il aura peut-être 8 minutes, 5 minutes, 8 minutes, peut-être 10 minutes si Magnazoni est très content. Mais voilà, ne vous attendez pas à voir un Luc Mbah a Moute qui va dépasser les 2 points et 2 rebonds en moyenne par match. Faut pas rêver non plus. En tout cas, on est très très heureux de le voir revenir. Mais l'apport de Luc Mbah a Moute ne sera pas sur l'aspect statistique, mais sur l'apport sur l'expérience qu'il pourra apporter à ses coéquipiers, notamment sur l'aspect défensif. On va laisser Missy s'exprimer. Missy, le retour de Luc Mbah a Moute, comment tu le vois? Est-ce que ce que je dis, ça a du sens? Tu penses à autre chose? Vas-y. Non, il faut saluer surtout sa longévité et son éthique par rapport au basket. Dans le basket, si vous êtes parvenu à rester aussi longtemps dans la NBA, c'est que vous êtes une star. Vous êtes définitivement une star du ballon. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'exprime. Maintenant, Mbah a Moute a un avantage, c'est qu'il connaît bien cette franchise. Il passe d'étranger à Houston. Et puis, il connaît quelques joueurs du roster. Maintenant, Mbah a Moute fait partie de ces joueurs qui ont une importance clé dans toute franchise. Parce que sans ces joueurs-là, vous ne gagnez pas. Il vous faut ces joueurs-là qui, statistiquement, on a l'air qu'ils ne vous apportent pas grand-chose, mais ils vous apportent plus. Mbah a Moute est l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme. Ça veut dire que c'est lui qui va gêner, c'est lui qui va être là. Son activité va permettre beaucoup de choses. Parce que c'est pas le temps, les 8 matchs qui vont se jouer, mais c'est ce qui va se passer après. On sait très bien que les playoffs, les défenses sont resserrées. Et si vous permettez à des équipes, les Spurs, si vous permettez à des équipes de prendre des tirs ouverts à tout va, vous pouvez être sûr que vous perdez en 4 matchs. Maintenant, pour empêcher tout ça, il vous faut des joueurs de type Mbah a Moute qui sont extrêmement mobiles sur un terrain, qui vont savoir défendre sur les meilleurs joueurs adverses. L'idée n'est pas les meilleurs joueurs adverses ne font jamais des mauvais matchs. Mais dans une série, vous devez être capable de limiter ces joueurs. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à passer au-dessus. Même quand on regarde par exemple les finales en 2011, c'est ce que Dallas a extrêmement bien fait sur le Heat. Parce qu'on se souvient de ces finales où vous vous souvenez du Money Time, de tous les matchs, LeBron James était passé complètement au travers. Mais s'il est passé complètement au travers, c'est pas uniquement parce qu'il était maladroit, mais c'est que les Mavericks lui ont quand même bien aidé. Donc maintenant, c'est pas inintéressant, sachant que James Harden, c'est pas défensivement que vous allez l'attendre. Donc il faut en même temps quelqu'un qui va au charbon, qui fait ce travail défensif. Et Mbah a Moute est là pour ça. Ne vous dites pas qu'il va jouer beaucoup, scorer beaucoup de points. Il va surtout apporter son expérience qui est là. Parce que les gens ont juste une chose. Je te rappelle ce que ça veut peu. Il y a peu de gens qui savent que Mbah a Moute, il est à UCLA, hein. Avec les Westbrook et tout ça. Et dans cette équipe, il y avait Westbrook, Kevin Love. Malheureusement, vous savez qui était le gros de cette équipe? C'était les Coribou et les Joachim Noah. C'était l'équipe de Gators qui les avait battus et tout ça en finale. Donc, il va apporter énormément de choses. Faites-lui confiance, c'est quelqu'un qui connaît la NBA, c'est d'autant plus un avantage. Et on a bien vu que comme il y a eu des défections pour aller à Orlando, les équipes ont privilégié d'anciens joueurs expérimentés, des gens qui
il leur faut pas longtemps pour entrer dans les systèmes de jeu et tout ça. C'est ça qui est intéressant. Bamouté, c'est quelqu'un qui maîtrise les systèmes de jeu et il va pouvoir s'intégrer rapidement. Voilà. S'intégrer. Le Doc One P, petit point sur Luc Mbamouté, le Doc One P, on va surtout, j'ai oublié de le préciser, mais on va surtout espérer qu'il ne se blesse pas. On rappelle qu'il a son genou et son épaule là, son genou et son épaule qui lui ont fait de belles misères ces 2 ou 3 dernières années, il faut le dire. Un Mbamouté en santé, un Mbamouté qui fait le taf en sortie de banc. C'est ce qu'on attend. Le Doc One P. Oui, il est de retour à la maison. Hein. Ce qui est bien, c'est que l'adaptation ne sera pas longue. Parce qu'il retrouve quand même une base, à part un changement majeur du co-franchise player, mais qu'il connaît depuis. C'est un avantage qu'il connaît depuis. Donc, ça reste du jeu à la Houston. Hein. C'est le jeu où des joueurs comme lui sont super importants parce que c'est des joueurs de devoir. Parce qu'on sait bien qu'ils ont peu de balles, mais qu'on compte sur eux pour faire le bon écran de retard, pour faire la bonne interception. Voilà, c'est ce genre de petits détails. Le bon rebond, et en plus, on aura besoin de mecs. Ils auront besoin de mecs au rebond. Surtout s'ils continuent dans leur small ball, je pense que sur le terrain, lui et Jeff Green seront peut-être les plus grands à jouer. Donc, parce que PJ Tucker n'a même pas 2 mètres 05, je ne sais même pas s'il a 2 mètres. Donc, maintenant, cette équipe de Houston, moi je discutais hier avec des basketteurs et moi je disais, faut quand même faire attention à cette équipe parce que il y a pas mal d'expérience. Entre DeMarre Carroll qui est arrivé, Jeff Green, Corviton. Il a 1m96, PJ Tucker, le Doc One P. 1m96, j'en ai profité pour goguer. C'est le pivot de leur équipe. Luc a 10 cm de plus. C'est le pivot. Donc déjà, mais à partir de là, on voit l'importance qu'un mec comme Luc pourra avoir. Et surtout que c'est pas comme s'il revient en étranger ou en recrue de J-League. Donc, avec l'une des plus grandes expériences dans cette équipe. Maintenant, sera-t-il assez en forme? Je l'espère. De toute façon, je pense que les 8 premiers matchs vont servir à échauffer pas mal d'organismes. Houston est sûr d'être en playoff. Maintenant, il y aura des calculs, comme j'ai dit, pour savoir l'équipe à éviter. Tout le monde va essayer d'éviter les 2 mastodontes de Los Angeles au premier tour. Et après, advienne ce qu'il advienne au deuxième tour. Donc, je pense que Houston va essayer de ne pas rester 6e. En tout cas, de ne pas chuter à la 7e, parce que la chute à la 7e, ça veut dire directement chez les Clippers. Donc, je pense qu'ils vont essayer de grappiller. Et donc, ça va jouer sérieux d'emblée. Il a 2 leaders qui ont, à ce qui paraît, subi un entraînement de Golgoth pendant ce confinement. Donc, James Harden a perdu beaucoup de poids. Les photos que j'ai vues de James Harden, il a affûté comme jamais. Hein. Ah oui. Il a même l'air incroyable. Grant Hill a dit dans les médias, je sais pas si vous avez vu ça, Grant Hill, il a dit que James Harden c'est celui qui l'effraie le plus. Hein. Il a dit que... Moi j'ai vu les images, c'était impressionnant comment son petit côté grassouillet qui paye pas de mine, c'est totalement fini. Hein. Il a la compulence d'un Kobe Bryant. Hein. Il a la compulence d'un Kobe Bryant là actuellement. C'est sa barbe juste qui reste, mais il a vraiment cette compulence. Maintenant, c'est une équipe qui joue beaucoup d'adresse. Ça joue vraiment un genre de fer à cheval qui, pour moi, quand tu n'as pas d'intérieur, l'adresse est méga importante. Je compte sur eux défensivement parce qu'ils ont, franchement, avoir du DeMarre Carroll, Covington, Jeff Green, tous ces roublards, Eddie House, tous ces roublards qui sont là,
excusez-moi. Moi, il y a un peu de trabuche chez moi. Donc, ça leur apporte. Ça leur garantit qu'ils ont de quoi, parce que les meilleurs joueurs de cette ligue sont des ailiers jusqu'au poste 4. Actuellement, on a des intérieurs qui sont bons, mais la crème de la crème, c'est du poste de meneur jusqu'à l'aile. Donc, ça leur apporte une certitude parce que les adversaires principaux, à Dallas, si tu joues Dallas, c'est le meilleur joueur, c'est l'arrière, c'est le meneur, arrière. Quand tu joues Portland, c'est pareil. Quand tu joues les Lakers, c'est le poste 3. En tout cas, la majeure partie des équipes qui pourraient affronter, donc ils ont des armes quand même pour défendre. Maintenant, offensivement, on verra bien. Mais avec Luc, pour revenir à Luc, ce qui est bien, c'est que c'est un joueur de devoir. Ils ont vraiment piqué le joueur de devoir. J'aurais juste aimé parce que je ne sais même pas s'il est encore dans le roster. Son nom m'échappe. L'ancien de New York, le pivot, qui était joué à Los Angeles aussi d'ailleurs. Son nom m'échappe, l'intérieur qui était à Milwaukee en plus. Mais il était en fin fond de banc, il ne jouait pas beaucoup parce qu'ils ont choisi le small ball. J'aurais bien aimé que moi, il donne de la chance à Hartenstein, qui est en G-League, qui a fait une grosse saison en G-League, et qui a 2m18, je pense, un truc comme ça, leur pivot blanc, là, qui était très long, et qu'ils ont envoyé en G-League. Mais quand ils ont coupé Capella, donc pour moi, ça permettrait à des Capella et à des Luc de mieux s'exprimer. Parce que quand tu es dans le sacrifice constant sur des intérieurs qui te rendent une tête, voire qui te rendent plus de 10 cm, pour l'autre, c'est même pas un centimètre qu'il va avoir Capella, aussi dur que tu sois, ça t'use. Aussi dur que tu sois, ça t'use et tu n'apportes pas la qualité de sens. J'ai vu que Capella n'apportait plus. Son tir offensivement, c'était un danger sur les côtés. Il avait son petit tir à 3 points. Il a ces petits mouvements et ces petites limites qu'il apporte habituellement offensivement, voire même défensivement, mais ça avait l'air plutôt d'un envoi à la boucherie. Parce que Luc, aussi physique qu'il est, il est moins physique que Capella. Certes, il est plus grand, mais il a moins de matchs. Il a pratiquement 1 an sans jouer. Donc, moi, j'aurais bien aimé que Houston, avec ces deux-là, puisse se dire, on va donner la chance à un intérieur pour que ça puisse leur permettre d'apporter le maximum. Parce que moi, je sais que c'est Tyson Chandler. Tyson Chandler, il est là-bas, on ne sait pas pourquoi. Il y a 1 an où les gars, il jouait, ou 2 ans, il jouait Tyson Chandler. Et pas comme s'il était fini. Mais là-bas, il est au fin fond du banc. Et quand je parle aussi de Hartenstein en D-League, ça me dégoûte, ça me dédonne. Moi, je donnerais plus de chance. On a vu que les Clippers, on n'en parlera pas ce soir parce qu'on est plus sur nos Camerounais, mais cette petite parenthèse, les Clippers ont ramené Jukes parce qu'ils n'avaient que Zubac et que finalement, Montrez refuse de jouer en 5 tout le temps parce que Montrez pourrait commencer en 5. On le sait. La preuve, pendant le match, il occupe très souvent ce poste. Mais il préfère rentrer en 4, voire colmater en 5. Et donc, ils ont pris Jukes. Ils ont maintenant 2 grands qui peuvent faire du boulot de grands. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Houston veut mourir avec ce système, et même les Warriors ne mourraient pas avec ça. Les Warriors ont laissé Looney très longtemps dans le 5, et quand les choses sérieuses ont commencé, en finale de conférence, là, ils ont dit, ou bien en finale, on va partir avec notre Hampton 5. Mais Houston veut le commencer dès maintenant. Moi, je dis que ça va user les joueurs. En demi-finale de conférence, ils n'auront presque plus les jambes. Et je suis inquiet pour Luc à ce niveau-là, parce que pour moi, faites venir Luc en 3, Twitch 4. C'est-à-dire aussi quelqu'un qui peut jouer en 4, mais venir aussi aider en 3, surtout défensivement. Mais là, il va se retrouver involontairement dans des situations où il va devoir refaire. Ouais. Peut-être qu'Apela va, plutôt l'autre, Tucker va le faire, mais Tucker va pas faire tout le match. Tucker va prendre 2 fautes après le premier carton. On va dire, allez, bouge. Luc, rentre maintenant, tu viens jouer ta part. Et moi, j'ai plus que Jeff Green a joué 5 dans cette équipe. Jeff Green a joué en 5 aussi. Ouais. Et il jouait. Ça veut dire qu'on n'utilise pas Jeff Green. Tous ceux qui ont vu Jeff Green jouer en 3, Twitch 4, et il apporte parce qu'il vient en force dans une pénétration.
il ne se sert. On ne peut pas user directement. Pour moi, c'est la seule erreur. Sinon, pour moi, Houston sera l'équipe qui peut surprendre les gens parce qu'ils seront frais. Mais jusqu'à quand? Ils veulent jouer le titre, mais pour jouer le titre, il faut matcher avec les deux mastodontes de Los Angeles. Ouais. Sauf que les deux mastodontes, ils ont des intérieurs sérieux maintenant. Les Lakers, on n'en parle même pas. Eux, de l'histoire de la NBA, je ne sais même pas si une raquette a eu autant de gars dangereux. Je ne sais même pas. Maintenant, les Clippers, ils ont renforcé sévèrement aussi là-dedans. Houston veut matcher avec eux comment? En marquant à 3 points toute une série. Et c'est juste ça qui me dérange. L'utilisation de Luke, pour moi, ça passera par faire jouer un Tyson Chandler à côté. Là, Luke, pour moi, sera bien plus à l'aise. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, ça nous permet d'avoir une petite visibilité comme ça avant le début des hostilités, on va dire ça comme ça. Ça nous permettra d'avoir une petite version de ce qu'on va voir avec le retour de Luc Mbah a Moute sur les parquets de la NBA. On va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show Total Africa NBA. On va parler de l'un de nos sujets favoris. Vous l'aurez compris, on va parler de Joel Embiid. Mesdames et messieurs, restez bien connectés. On enchaîne avec Jojo. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, bienvenue, on enchaîne avec la Sus Talk Show, deuxième partie de cette émission Total Africa NBA spécial Big Three, on va dire ça comme ça, c'est Big Three africain qui vont reprendre du côté de la bulle d'Orlando. Tu disais Missy? Mine de rien, on est en train de rire de ça, ouais. Mais si on m'avait dit il y a quelques années que 3 gamins camerounais seraient dans les phases finales de la NBA, personne n'y aurait cru. Et personne. Je vous rappelle que finalement, avec Bungé, Qu'est-ce que le doc veut dire? Je vous rappelle que finalement, dans la bulle, il n'y aura pas que 3 parce que Joachim Noah, l'homme de Etoudi, comme il le dit, l'enfant de Etoudi, il est plus encore Etoudi que tout le monde quand il parle. Non, c'est vrai, Joachim aussi est là, c'est vrai que j'avais... Le drapeau camerounais depuis un bon moment, même s'il a donc lui-même sera là-bas dans les discussions avec ses petits frères. Donc, Joachim Noah est aussi présent avec les Clippers de Los Angeles, le français aux origines camerounaises bien prononcé, on va dire ça comme ça. On n'oublie pas de rappeler que si vous souhaitez, n'hésitez pas à consulter la page Oncle Phil Basket. On diffuse tous les jours toutes les vidéos en provenance de la bulle d'Orlando. Par contre, nous on a fait l'impasse sur les vidéos sur les plateaux repas, parce que ça m'intéresse pas de publier. Ça m'intéresse pas de publier des vidéos sur les plateaux repas des joueurs NBA. Si c'est ça que vous cherchez, vous pouvez trouver ça ailleurs. Mais par contre, si vous cherchez des vidéos des joueurs à l'entraînement, pendant les workouts, si vous avez tout ce qu'il vous faut, sur la page Oncle Phil Basket, j'en publie tous les jours, toutes les 2 heures, je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à passer dessus et vous me mettez bien entendu un petit like, ça nous fera toujours plaisir. Allez, on enchaîne avec Joel Embiid, mesdames et messieurs. Joel Embiid. Alors moi je vais commencer par la dernière. Moi j'adore, vous le savez, j'adore aborder ce sujet. Lorsqu'il faut parler de Joel Embiid, on a toujours le sourire dans un petit coin, et on a aussi un petit énervement aussi qui nous gratte le dos là. On a ces 2 trucs là avec Joel Embiid. Alors je reviens sur sa dernière déclaration, c'était le 8 juillet 2020, donc c'était il y a quelques jours seulement. Joel Embiid qui déclarait, je vérifie que le doc est bien connecté. Le doc, tu es là, hein? Tu es là? Donc, est là? Oui. Ok. J'enchaîne. Joel Embiid qui déclarait le 8 juillet, il n'y a pas de débat. Je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je pense et je sais ce que pensent de moi mes coéquipiers. Je sais que je peux porter cette équipe, donc je dois simplement m'affirmer. Si j'estime ne pas avoir le ballon, je dois leur parler et faire ce que j'ai à faire. Mais au fond, je ne devrais jamais me plaindre de ça.
Je dois prendre les choses en main. Pour cela, je dois être dans de bonnes positions et je crois que mes coéquipiers vont m'aider. Quant à sa relation sur le terrain avec Al Horford, on se souvient que cette saison, cette relation sur le parquet n'a pas été productive. Joel Embiid a estimé que le problème ne vient pas de sa relation avec Al Horford sur le parquet, mais du manque de shooters aux Sixers de Philadelphie. On rappelle que c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Alec Burks et Glenn Robinson III, même si les résultats ne sont pas aussi flagrants. Mais faisons un retour, mesdames et messieurs. Faisons un retour sur la saison de Joel Embiid. Faisons un retour dessus. On va commencer par le 31 octobre 2019. Missy, c'est une malheureuse date pour toi. Et pour nous aussi. Joel Embiid se fait remarquer avec sa grosse bagarre avec Karl Anthony Towns en plein match. Après, on se souvient de cette date, une date assez malheureuse, de cette bagarre de Joel Embiid face à Karl Anthony Towns qui avait déclaré dans les médias qu'il aimait rentrer dans la tête de ses adversaires, les clasher et tout ça. Mais puis par la suite, le Camerounais nous a fait plaisir avec quelques bons matchs à plus de 25 points, notamment face au Jazz, face aux Cavs. Il avait aussi déclaré vouloir dépasser Shaquille O'Neal en début de saison. Joel Embiid avait dit, je veux être meilleur que. Ah, mais si tu rigoles, là c'est les morceaux choisis que j'ai pris là pour vous. Joel Embiid qui avait dit, je veux être meilleur que Shaq. Pour ça, je dois gagner. Je veux dire, si on regarde les chiffres, je suis là avec les meilleurs. L'an dernier, j'ai tourné à 27 points et 13 rebonds. Shaquille O'Neal n'a fait ça qu'une seule saison. En fait, il a fait deux fois lors de la saison 93-94 et 99-2000. Il avait été MVP cette année en 2000 lorsqu'il avait également été MVP des finales. Mais Joel Embiid a déclaré, mais comme je n'ai pas de titre sur mon CV, les gens n'y prêtent pas attention. Donc, il dit en fait, j'ai de très bonnes stats, mais comme je n'ai pas de titre NBA, les observateurs ne prennent pas attention à ce que je fais sur le parquet. Une déclaration que j'adore. Le 26 novembre 2019, Missy, une autre date malheureuse qui va te faire sourire. Vous allez vous souvenir pourquoi. C'était son fameux match à 0 points. 0 points en 33 minutes, mesdames et messieurs, face au Raptors de Toronto de son compatriote Pascal Siakam qui avait terminé son match avec 27 points, 7 rebonds. Pascal Siakam, Joel Embiid qui avait terminé à 0 points. Il avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais le 11 décembre 2019, Joel Embiid qui encore avec une déclaration triste, Joel Embiid qui révèle qu'il n'est pas heureux cette saison. Il avait déclaré: je ne m'amuse pas autant cette année, principalement parce que j'essaye de trouver des solutions, j'essaye d'être mature. Mais un des trucs les plus importants dans mon jeu, c'est de prendre du plaisir. Et le plaisir que je prends, c'est le trash talk. Mais j'ai enlevé cette partie-là de mon jeu. Je dois rester moi-même et faire ce dont j'ai envie. Car quand je m'amuse, je domine. Cette saison, je peux sûrement compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je l'ai fait. J'adore ça. Les fans me chauffent, je les comprends, ils me comprennent. Je dois recommencer à faire ça. C'est comme ça que je dominerai. Et puis par la suite, on se souvient de l'excellent, un merveilleux mois de décembre 2019. Joel Embiid qui avait détruit les Celtics avec 38 points, 13 rebonds. Il avait écrasé Giannis et les Bucks, vous en souvenez, c'était le 25 décembre avec 31 points et 11 rebonds. Et le 7 janvier, Joel Embiid s'est disloqué le doigt. Vous vous souvenez, cet épisode avec son doigt qui s'était retourné là. Le 7 janvier, c'était face au Thunder d'Oklahoma City. Il s'était disloqué le doigt. 29 janvier, Joel Embiid qui revient sur le parquet. 29 janvier 2020, il se fait remarquer surtout par ce bel hommage adressé à l'attention de la mémoire de Kobe Bryant. Il avait porté le numéro 24 sur son dos. Il avait terminé son game face aux Warriors avec 24 points. Et 10 rebonds, 4 février, dans une nouvelle défaite, 4 février 2020, nouvelle défaite face aux Heat. Joel Embiid qui se plaint de ne pas recevoir de ballon. Il se plaint, il dit, je ne reçois pas de ballon. Nouvelle phase de mauvaise humeur. Et le 25 février 2020, mesdames et messieurs, Joel Embiid réalise le match de sa saison. Il détruit les Hawks d'Atlanta avec 49 points et 14 rebonds. Et puis, rebelote. Les blessures. Le 27 février 2020, les Sixers perdent Joel Embiid qui est de nouveau blessé, cette fois à l'épaule.
il revient au meilleur de sa forme le 12 mars. C'est face aux Pistons de Détroit, le Camerounais qui termine son game avec 30 points et 14 rebonds face aux Pistons de Détroit. Donc c'est un Joel Embiid qui, comme tu l'as dit Missy en début d'émission, un Joel Embiid qui a soufflé le chaud et le froid. Ça c'est sûr. Les Sixers qui savent qu'ils peuvent se qualifier cette saison mais qui sont tributaires du jeu de Joel Embiid. Le pivot a déclaré officiellement qu'il veut porter son équipe sur ses épaules et il a demandé officiellement à ses coéquipiers de lui faire des passes. Alors ça sous-entend qu'il va jouer à l'intérieur. On se souvient qu'il s'est fait rabrouer par Shaquille O'Neal et Charles Barkley pendant la saison en disant qu'il passe son temps à l'extérieur de la raquette, il chutait 3 à 3 points, tout ça. Shaquille O'Neal dit qu'il faut qu'il utilise sa puissance à l'intérieur. On espère que si officiellement il a déclaré qu'il veut qu'on lui passe la balle, on espère qu'il fera son taf à l'intérieur de la raquette. On rappelle que la problématique des Sixers, ce sera face du côté de la conférence Est, ce sera face aux Celtics, face aux Raptors et face aux Bucks. Et on n'oublie pas les contenders de la conférence Ouest que je vais vous laisser nommer lorsque vous prendrez la parole. Les stats de Joel Embiid cette saison, 23 points, 11 rebonds pour cette saison. Mais pour ce qui est de la reprise dans la bulle, ne vous attendez pas en tout cas moi je ne m'attends pas à voir un Joel Embiid tourner à 40 points sur 8 matchs ou 30 points sur 8 matchs. Non. Moi je le vois en double-double avec une bonne moyenne de 18 points, 10 rebonds. Mais ça n'empêche pas de faire un gros carton sur un match ou deux. Mais voilà, je ne m'attends pas à voir une explosion statistique de la part de Joel Embiid. Peut-être sur un ou deux matchs. Mais ce que j'attends de lui, c'est qu'il joue véritablement son rôle à l'intérieur de la raquette et qu'il domine comme il sait si bien le faire. Et je pense que Joel Embiid a aussi, je ne sais pas s'il a travaillé ça, j'espère que c'est le cas, Missy, tu me diras ce que tu en penses, mais le doc aussi, j'espère qu'il a travaillé avec un préparateur mental parce que je suis persuadé que Joel Embiid a un problème de motivation. Il a un gros problème de motivation, le Camerounais. Il a sécurisé son contrat il y a encore quelques semaines, quelques mois. Là, c'est bon. Au niveau de son contrat, il a tout l'argent il a le maximum qu'il peut toucher. Il a sa nouvelle chaussure là, sa nouvelle signature shoes là qui est sortie du côté de Under Armour. Il est en bonne santé. Voilà, tout devrait se passer dans le meilleur des mondes normalement. Il faut au niveau de son mental, il faut que ça pète le feu. Il faut qu'il trouve quelque chose dans son mental qui le pousse à se motiver afin de garder le peps sur ces 8 matchs de saison régulière. Missy, comment tu réagis, le doc qui prend la main? Alors, juste une chose, Joel Embiid va commencer le basket, on va dire, entre 14 et 16 ans, vraiment, là où il a vraiment, un peu comme Siakam, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'efforts. Quand vous entrez dans une activité comme sont entrés tous les deux, vous entrez tardivement. Eux, ils sont venus au basket dans le tas. Quand vous faites ça, ça demande en fait que vous restez concentré tout le temps. Vous ne pouvez pas vous endormir. Joel Embiid, au bout d'un moment, il va falloir que ça tombe dans sa tête le fait que il est coincé là encore pour dire, il a quel âge, 26 ans. Ouais, s'il va un peu plus loin, il est coincé là à peu près pour 10 ans. Il est coincé là encore pour 10 ans. Et quand vous êtes coincé dedans, c'est soit il faut simplement qu'il fasse son taf. Il y a plusieurs problèmes avec Joel Embiid. C'est son mental. C'est surtout au niveau des playoffs. Depuis les playoffs qu'il a joué, il s'est retrouvé toujours dans une situation où il n'était pas en forme. Or, le physique est capital. Le physique est capital. Si les Olajuwon ont été aussi bons du début de leur carrière, par exemple pour Olajuwon, du début de sa carrière en 84 jusqu'au moment où il met un terme à sa carrière dans les années 2000, c'est parce qu'ils ont toujours pris soin de leur physique. L'été, Hakim, quand il est arrivé dans la ligue en 84, l'été, il allait faire des séances d'entraînement avec quelqu'un qui on méconnaît peu et qui est très mal connu, qui est un peu plus méconnu dans cette ligue.
c'est Moïse Malone. Moïse Malone, il a été 2 fois MVP. Ces mecs-là, entre eux, ils se voyaient l'été, pas pour être dans les mêmes équipes, mais pour progresser, se challenger et aller le plus loin possible. Joël Embiid, comme je l'explique, je l'ai toujours dit, il ne peut pas dormir avec le talent. Mais cette année, il n'est pas aidé par le fait que ils ont pris Al Horford. Horford a lui-même dit, il y a peu dans les médias, il reconnaît que cette saison, il n'est pas bon du tout. Et ça sort pas de ma bouche, hein. Et je sais pas si tu as entendu cette interview d'Al Horford. Où il dit, il n'est pas bon du tout. Les Sixers, ce qui manque, les Sixers, ce qui manque surtout, il manque d'une forte cohésion. Maintenant, j'avais bien aimé un très bon match. Ils ont un jeune joueur là qui s'appelle Milton. Il n'a pas été drafté. Vous voyez qui c'est? C'est lui en fait qui a battu le record de tir à 3 points. Ouais. Ce joueur-là joue extrêmement bien sur les tirs extérieurs. Il peut prendre de très bons tirs. Maintenant, Joël Embiid doit attaquer la raquette. Pour attaquer la raquette, il a malheureusement, il n'a pas c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un Kevin Durant. Kevin Durant est un cauchemar pour les défenses parce que si bien il peut venir en puissance, il passe le dunk qui tombe sur votre tête. Un jump shoot à 2 points. Quand il y avait les Warriors contre le Utah Jazz, qu'est-ce qu'a fait Kevin Durant par rapport à Rudy Gobert qui est en raquette? Il s'est simplement reculé un petit peu. Il a commencé à mettre les tirs sur la tête de Rudy Gobert qui est extrêmement grand. Et donc, comme il connaît un peu les tirs, ça l'a fait sortir de la raquette. Ce qu'il faut maintenant, moi je demande à Brett Brown de me donner quelle est la stratégie de jeu de cette équipe des Sixers. Elle n'en a pas et ça c'est un problème. Ça c'est un problème quand vous ne parvenez pas à identifier vos points forts ni vos points faibles. Vous pouvez pas avoir Harris et tout le monde. Les Sixers ont un énorme problème. C'est une équipe qui joue par tour de rôle. Et ça, pour les finales, s'ils restent dans cette optique-là, ils vont se faire éliminer au premier tour. Vous faites éliminer au premier tour. Il y a besoin de cette cohésion. Ils ont un effectif qui est pléthorique. Ils sont capables. L'année dernière, personne ne pensait que les Raptors pouvaient gagner un titre. Mais sauf que quand ils sont menés 2-0 face aux Bucks, ils font une réunion, ils prennent l'orientation, ils voient qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils ne faisaient pas de taf défensif. Il y avait trop de tirs qui étaient pris sur leur tête. Et ils ont commencé à identifier petit à petit les problèmes. Et ils ont trouvé des solutions. Moi, au jour d'aujourd'hui, je vous dis franchement, si Embiid n'est pas hyper dominant, cette équipe-là, les Sixers, elle aura du mal à trouver des solutions. Et n'ayant pas de solution, Embiid va baisser la tête et la frustration va venir. Mais Embiid, c'est pas le seul problème qu'on voit. Embiid, ça peut se régler, mais il faut le mettre en position d'exploiter tout son talent. Exploitez votre talent là où vous êtes le meilleur. On a encore vu cet après-midi, c'est autre. Vas-y. Je termine. Je fais un parallèle avec la course automobile. On a encore vu cet après-midi Lewis Hamilton qui la semaine dernière terminé 2e, il a pris des pénalités. Hier, il est venu se mettre en pole position. Il a dit exploit aujourd'hui, je pars devant. Il a pris la poudre d'escampette. Les gens ne l'ont plus revu. À un moment donné, c'est fou même qu'ils aient maître de tout ça. Et on attend que Joël Embiid prenne véritablement ses responsabilités dans cette équipe des Sixers.
Or, ce qu'on dit toujours, ce n'est pas les saisons régulières qui vous valident, mais c'est les playoffs. On sait que tu es un bon joueur quand tu as passé le test des playoffs. Et c'est ce qu'a passé Siakam l'année dernière. On attend Joel Embiid. Le Doc One P, comment est-ce que tu réagis à tout ce que tu as entendu? Oui, moi, Joel Embiid, tout à fond. Mais je vais vous dire que on a tellement parlé. Oui, on a tellement parlé. Il n'y avait plus grand chose à dire, j'attends de voir. Mais après, il y a un truc que je dois juste dire, c'est que les autres années, je l'ai déjà dit et tellement dit, il est la raison pour laquelle son équipe n'a pas encore joué la finale. Hein. Mais peut-être pas la raison dans le jeu, mais sa santé. Parce que, Michel vient de le dire, c'est finalement les Bucks, le plus gros danger qu'ils auront eu, c'est contre les Sixers. Les Bucks sont pas... les Raptors. C'est les Raptors. Les Raptors, c'est contre les Sixers, c'est leur plus gros danger. Oui. C'est la seule série en 7 matchs qui s'est jouée sur le dernier tiers. Oui. C'était le dernier tiers du Game 7 et les Sixers ont joué une série avec leur star à 50%. Il a été à 50%, peut-être même moins. C'est le genou, le dos, la maladie et tout. Et malgré ça, ils sont arrivés. Mais attention, ils avaient un leader mental. Ils avaient un leader mental. Leur a amené. Ça a permis au moins de tenir jusqu'au Game 7. Mais le reste de l'équipe n'était pas mal non plus. C'est pour ça que j'ai dit, en ayant perdu Butler, on s'est dit avec Horford, qui est de l'expérience, mais n'oublions pas qu'en playoff, malgré toute son expérience, Horford a toujours coulé en playoff. Hein. En tout cas, ça a été formidable. Il n'y a qu'avec Boston où ils ont tenu quand Kyrie Irving et Hayward étaient blessés jusqu'au Game 7 de la finale de conférence, mais il n'y a que là. Mais sinon, avec Atlanta, Horford, il était premier de la ligue, mais avec Atlanta, ça n'a jamais trop donné. Donc, et même avec Boston, ce n'était pas la raison principale, mais déjà, il était un leader d'expérience. Donc, on se dit, bon, défensivement, tu perds Butler, mais si tu récupères Richardson et Horford, parce que Richardson, on oublie, ça va faire partie des joueurs qui vont récupérer. Ça, c'est très important parce que c'est un mec qui est sujet aux blessures. C'est un arrière qui était le meilleur de Miami avant qu'il ne parte. Et il se blessait déjà pas mal. Il est arrivé, les blessures ont commencé. Elle avait bien commencé. Donc, en arrière, il ne va pas défendre comme Butler, mais offensivement, il peut apporter ça. Parce que Butler ne forçait pas aussi son talent. Hein. Butler n'avait pas besoin de mettre des gros cartons au point. C'est quelqu'un qui se contentait de faire ses aux alentours de 19-20 points max. Et le garçon peut l'apporter, mais on a beau tout dire ça reste la même équation. Ça fait 2 saisons que les Sixers échouent parce que Joel Embiid n'a pas sa santé. C'est aussi simple que ça. Cette fois-ci, c'est ça. Il part de zéro, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prétexte de la saison a été dure, j'ai été blessé. Ça fait presque 3 mois, voire plus, qu'il n'a pas de saison. Et on va voir qu'il a pris ses responsabilités d'entraînement et de nutrition adéquates pour arriver en forme physique. Parce qu'il y a plein de joueurs. J'ai vu la phrase de l'autre. Je ne sais pas si c'est qui a dit cette phrase. C'est celui c'est l'arrière de Denver, là, le Canadien, qui a dit cette phrase. Il a dit Jamal Murray. Jamal Murray qui a dit qu'il n'est pas physiquement en forme, mais que celui qui l'est, ça veut dire qu'il fait un truc illégal. En fait, ça a jeté un petit soupçon. Dire que normalement, là, c'est lui qui est au-dessus, mais moi je dis à Jamal, il a tort. Il a tort. Peut-être celui qui est en forme physique a couru des risques. Parce qu'on a vu que du côté de Los Angeles, ça a couru des risques. Hein. C'était pas la fin du confinement, mais ils avaient pris des mesures pour s'entraîner ensemble. Ça travaillait énormément individuellement. On a vu Harden, on a vu Westbrook. De leur côté, ça travaille encore plus. Certains ont perdu. Donc, si lui n'a pas pris ses précautions, ou bien n'y a pas cru jusqu'au bout à la reprise, parce qu'il y en a qui n'ont pas arrêté, et on voit bien que ce sont les meilleurs. Les meilleurs se sont dit,
moi, je veux être prêt quoi qu'il se passe. Si c'est pas pour là, je serai prêt pour la saison suivante. Le travail que je fais là va payer d'une façon comme d'une autre. C'est ce que je veux répondre à Jamal Murray. Et Joel Embiid devrait avoir cet esprit. Parce que autant certains ont médiatisé leur entraînement, je veux bien. Ça ne veut pas dire que les autres ne s'entraînent pas aussi dur. Donc je ne vais pas dire qu'il ne s'est pas entraîné. Moi, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu fit. Je l'ai vu avec du muscle, un peu de pas fit. Il n'est pas fit. Mais je me dis, si ça lui sert dans la puissance à mettre dans la raquette, ok. Si ça peut lui servir là-dedans, mais si finalement les allers-retours le fragilisent et que son genou lâche ou je sais pas quoi, une fois de plus, je vais dire Joel Embiid, ça fait une année de plus. Cette année, même si c'est une saison bizarre, il y aura un petit astérisque, il n'a pas de prétexte de la fin de saison régulière qui a été due, il a blessé. Tout le monde arrive là avec plus de 3 mois de repos, mais qui dit repos dit du temps pour travailler son physique et être prêt. La majeure partie là, avec des préparateurs, ils vont jamais se filmer parce que c'est pas bon à montrer pour les mesures sanitaires. Et même les mesures sanitaires, tu ne montres pas aux jeunes que en fait moi je ne suis pas enfermé chez moi. Et presque tous là avaient un préparateur qui venait avec son masque, il n'avait pas de contact, il lui disait allez tu vas travailler ça, tu vas arrêter de travailler même avec 3-4 personnes. On le voyait dans des dunes de sable, en train de courir sur du sable. Donc à un moment donné, tous là ont appelé leur prépa en disant écoute, on n'a pas besoin de contact, tu as ton masque mais tu vas me faire travailler. Si lui il ne l'a pas fait, je suis inquiet parce que il y a beaucoup, les meilleurs en tout cas y ont cru. Et quand moi je vois Toronto arriver en disant que pour nous, nous sommes favoris, nous sommes toujours champions, cette conférence-là, et quand je connais Giannis et son travail individuel, comment il se sculpte depuis plusieurs années, d'année en année, il devient un vrai Golgoth, je me dis, j'espère que Joel Embiid a travaillé au moins comme eux. Parce que Toronto a toute sa garde rapprochée. Toronto a toute leur défense. Ils n'ont pas de prétexte d'un blessé. Ils ont leur défense, Toronto, moi, ils me font peur. Ils arrivent avec une confiance. Je ne sais pas ce qu'ils ont travaillé en douce. Mais quand Toronto, tu vois les interviews, ils sont zen. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au complet. L'année dernière, ils sont allés chercher ceux-ci qui sont leurs meilleurs défenseurs, qui est là cette année. Et tout le monde à cette époque, la saison régulière leur a donné de la confiance. On parlera de Siakam. Conclue que tu Embiid, comme ça on va enchaîner avec Siakam et les Raptors une fois. Vas-y. Juste une chose. Vas-y, laisse Missy dire elle veut dire quelque chose. Vas-y rapidement. Juste une chose. J'ai vu Marc Gasol, je ne l'ai pas reconnu. Ah oui, on va attaquer les Raptors juste le temps que le doc conclue avec Joel Embiid. J'espère que Embiid s'est mis au niveau de ses adversaires. C'est ça le but de la NBA. Tu ne dois pas rester chez toi en disant je suis bon. Il faut dire l'autre travaille plus que moi. L'autre travaille plus que moi, je vais augmenter la cadence. Parce que tel que je l'ai vu, j'espère que le côté grassouillet que j'ai vu là, c'est de la puissance. Je n'ai pas vu torse nu, j'ai vu des bras avec un peu de gras, donc je ne sais pas trop. À voir. On espère en tout cas voir du mieux, on va dire ça. On sait qu'on va voir du mieux, ça c'est sûr. Allez les amis, on va attaquer la troisième et dernière partie de Talk Show avec Pascal Siakam, le champion NBA en titre. Faut pas l'oublier. Allez, on va enchaîner avec la troisième et dernière partie avec Pascal Siakam. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on enchaîne avec la troisième et dernière partie de cette émission, Total Africa NBA. On termine avec le champion en titre, Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. Alors, deux événements que l'on va garder sur la saison de Pascal Siakam. Ce sera d'abord ce match du 9 novembre. 2000. Alors, voilà, c'est ma machine qui veut me déranger. Voilà, 9 novembre 2019, Pascal Siakam qui réalise le meilleur match de sa saison. 44 points, 10 rebonds face aux Pelicans, mesdames et messieurs. Et par la suite, il avait été nommé meilleur joueur de la semaine avec 30 points et 11 rebonds en 3 matchs de saison, en 3 matchs de saison de cette semaine-là, voilà. Avec James Harden, excusez du peu Pascal Siakam qui a réalisé une saison, on va dire une très très bonne saison. Il a été un petit peu embêté par les blessures au courant pendant cette période-là, en tout cas pendant cette saison en tout cas. Mais on va aussi retenir sa sélection au All-Star Game, mesdames et messieurs, la première sélection de la carrière de Pascal Siakam, sa participation au Skills Challenge, comme ça que ça s'appelle, hein, cette épreuve, Skills Challenge. On va retenir ça et on va surtout retenir sa sélection au All-Star Game par le public, voilà, comme l'a dit Missy, qui restera dans l'histoire de la NBA et dans nos cœurs. En tout cas, cette sélection All-Star Game, j'ai gardé ça comme sonnerie de mon téléphone depuis que j'ai entendu comment il s'appelle le rappeur là, comment il s'appelle, appeler Pascal Siakam et Joel Embiid. Ça sonne comme une douce musique. Voilà, la sélection de Pascal Siakam et je vais simplement faire la passe au Doc NP qui était en train d'enchaîner avec les Raptors. Il expliquait pourquoi est-ce que les Raptors sont sûrs d'eux et Pascal Siakam qui a dit dans les médias, il a changé de ton, hein. Il a le ton qu'il avait l'année dernière, ce n'est plus celui-là. Pascal Siakam qui a averti ses adversaires, il a dit voilà, si vous ne considérez pas qu'on est des champions NBA, ça c'est votre problème. On vous attend de pied ferme et on va vous mettre la misère. Voilà, pour paraphraser un petit peu les dernières déclarations du Camerounais concernant les performances de son équipe. Un Pascal Siakam en forme, un Pascal Siakam prêt à jouer son rôle dans cette équipe fabuleuse dirigée par Nick Nurse. Le Doc NP, comment tu enchaînes avec les Raptors rapidement après le Missy qui va prendre la main. Le Doc, tu disais que les Raptors te font peur. Oui, comme je disais, pour enchaîner derrière la partie sur Joel Embiid, c'est que il faut viser, en général, de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, nous on parle en tant que médias, mais les équipes en début de saison, elles coachent le champion, c'est lui qu'on doit abattre. Et c'est ce que je disais sur Joel Embiid à la fin, il doit se dire, le champion, tel que je les vois, ils doivent travailler d'une façon, ils ont l'air confiants. Donc moi je dois travailler encore plus que pour les abattre. Surtout que dans cette conférence, le vice-champion, c'est un autre travailleur de fou. On sait bien que Giannis, c'est le travail, il est travaholique. C'est-à-dire le mec, il est vraiment mordu de travail. C'est pour ça que et pour venir dans Pascal Siakam est à l'image de son équipe. Il est tombé dans une équipe qui le pousse à travailler. C'est des charbonniers. C'est des charbonniers, mais vraiment. Et on voit bien que à côté, il a pris la conscience. Je me rappelle de son training personnel, son année de rookie, quand on montrait et l'été suivant, avant cette éclosion qu'il avait jusqu'en finale, on voyait bien le travail qu'il mettait individuellement. Il est tombé sur une équipe. Quand je dis une équipe de travailleurs, c'est jusqu'au staff. C'est-à-dire que il a des bons conseillers autour. C'est une ville en plus réputée pour ça. Pour des gens, tu travailles, tu réussis. Il y a une mentalité. C'est pas une vie de rêve. C'est pas une ville où on vient rêver. Toronto, c'est une très belle ville où beaucoup d'immigrés, c'est cosmopolite, mais viennent là-bas parce qu'on laisse la chance aux travailleurs. Tu travailles, tu réussis. Et je pense que il a épousé cela. Et son évolution montre bien. Son évolution montre très bien que le travail l'a propulsé où il est. D'année en année, et ça c'est son entourage. Ça ne marche pas sans l'entourage. L'entourage particulier, c'est-à-dire la famille et les amis, et l'entourage professionnel. Et l'entourage professionnel est bon parce que autour, on voit un mec qui ne venait de nulle part, qui n'était pas prévu.
en capitaine comme Kyle Lowry. Kyle Lowry, c'est un arriviste. On n'avait pas prévu où il est. Il s'est battu pour arriver où il est. Il n'est pas très grand, il est plutôt grassouillet, il est sous-estimé, mais il est même moqué par rapport à Toronto et ses échecs en play-off. Mais il travaille et sur le terrain, on voit bien que c'est quelqu'un, en tout cas la majeure partie des meneurs, ils détestent jouer contre lui. Les équipes détestent Kyle Lowry parce qu'il est vicieux et c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et donc, quand tu vois des mecs arriver sur le des mecs aussi qui sont comme Pascal Siakam, ce sont des gars qu'on ne voyait pas arriver là. Ibaka, c'est alors le prototype du mec physique, dur, travailleur. Donc, pour moi, Pascal Siakam est à l'image de cette équipe. Et moi, je le dis depuis, avant même le confinement, vers la fin avant cette coupure, je l'avais dit ici, tel que je vois Toronto arriver, pour moi, c'est même les favoris de cette conférence Est. Hein. Pour moi, ils sont favoris. En début de saison, peut-être que j'avais un petit doute parce qu'il fallait voir avec Kawhi comment la nouvelle équipe, mais j'ai vu comment ils ont géré leurs blessures. Ils ont eu tout le 5-30 a été blessé pendant au moins un mois. Et quand je parle du 5-30, je parle même jusqu'au 6e homme. Ils ont tous été blessés au moins un mois. Et ces mecs-là sont deuxième de la conférence et sont même devant le deuxième de la conférence Ouest en nombre de victoires. Et ils ont fait tout ça avec un 5 qui a été décimé, mais ça a permis aux travailleurs, c'est-à-dire les gens du banc, de step up. Ça montre bien l'esprit d'équipe qu'il y a dedans. Les autres se tirent vers le haut. Quand un Chris Boucher émerge et que Anunoby, qui était le défenseur type comme Kawhi aux Spurs, Anunoby était là que bon, on sait que tu peux défendre, tu peux placer 2 tirs à 3 points par hasard et que tu peux attaquer le cercle. Anunoby est venu faire des matchs à 22, 23, 24, 25 points en posant des actes défensifs solides. Et que Norman Powell, qui a pris cette place de Kawhi, on le voyait sortir du banc la saison dernière, mais Norman Powell est devenu l'un des meilleurs arrières de la conférence Est. Parce que son tir à 3 points est fiable et son apport défensif est sûr et il connaît le jeu. Donc, et puis Terrence Davis, tous ces joueurs-là. En fait, ils sont sortis et en plus, ils ont pris à Détroit un joueur très important que les Pistons ne voulaient plus à un moment. Stanley Johnson, quand il arrive là, c'est un charbonnier aussi de Détroit. Et ils le prennent parce que, grâce ou à cause des blessures, à un moment, ils le prennent pour colmater. Et finalement, il s'est intégré. Il s'est intégré à l'équipe. Et ce qui fait que leur deuxième 5 entrants, ou bien leur joueur en sortie de banc, tu rajoutes Patrick Marco, qui ne fait que jouer les finales NBA depuis donc son expérience, n'en parlons même pas. Tu rajoutes tout ça et tu te dis, voilà une équipe au final. Tu cherches le point faible. En fait, je cherche leur point faible, je ne le trouve pas. Parce que Ibaka, qui est censé jouer 4, a montré en 5 toute la saison. Vous vous rappelez quand les autres ils étaient blessés? Ibaka, moi qui suis parieur, je mettais Ibaka à plus de 4,5 points. Ibaka faisait que des matchs 27, 28, 29, 30. 27, 30 points. Et pareil, Ibaka et Kyle Lowry ont porté cette équipe en l'absence des autres. À eux deux, c'était les leaders. Et Ibaka, 3 points, mi-distance. Son tir est devenu aussi fiable que n'importe quel poste 3. Je dis bien, pourtant il joue 4. Il a un tir à mi-distance à 3 points. Fiable donc. Et pourtant il joue 5. Il a colmaté en poste 5 quand Gasol n'était pas là. Vas-y vers la conclusion, puis on fait la passe à Missy. Donc, pour moi, Pascal Siakam est tiré par cette équipe qui a compris à travers leur coach. Là, la différence va se faire avec les Sixers. Ils ont peut-être le coach le plus talentueux de cette ligue. Ouais. Les Raptors, c'est un coach qui comprend le basket comme j'ai rarement vu. Donc, quand tu prends tout ça, Pascal Siakam, moi je vais le suivre dans cette bulle parce que je sens que lui et ses coéquipiers peuvent refaire un sale coup. Aux autres équipes, c'est un très bon coup pour eux. Ils vont refaire le truc. Missy, comment tu réagis? 5 minutes, voilà, on est vers la fin de talk show. Missy, 5 minutes pour faire le point sur Pascal Siakam et les Raptors, ce que tu attends, ce que tu espères. Vas-y. Pascal Siakam, en fait, de l'observation que je fais de lui, je vais remonter un peu plus loin. Je remonte à ses années universitaires.
quand vous allez sur la page Wikipédia de Pascal, vous pouvez trouver les infos, hein. Pascal Siakam, New Mexico State, c'est une petite conférence. Il y a très peu de joueurs sortis de cette fac qui ont été à la NBA, mais Pascal Siakam a été élu meilleur joueur de cette petite conférence moyenne. Dans tout ce que Siakam a entrepris, Siakam a très bien réussi parce que c'est quelqu'un qui sait où sont ses objectifs. On lui a dit tu vas en D-League. En D-League, il a été champion de D-League, MVP de D-League, ressorti de la D-League. Dwayne Casey comptait pas beaucoup sur lui, mais quelqu'un qui a su vraiment saisir son potentiel, c'est Nick Nurse. Nurse, quand il vient, Nurse en a fait son homme de base. Je peux vous dire que l'année dernière, nous avions dit que si les Raptors sont champions NBA, ça ne se fera pas sans Pascal. Au jour d'aujourd'hui, s'il fallait entrer, il a été élu MIP. S'il fallait entrer encore dans la discussion du joueur qui a le plus progressé, il est encore aujourd'hui dans cette discussion. Il a pris une telle ampleur, et les adversaires se méfient de lui. Parce que c'est ça aussi qui fait sa force. Parce que quand les gens vous savent capables de jouer, ils plaisantent plus avec vous. Et Siakam, on le regarde plus comme un joueur lambda et tout. Quand les Kevin Durant et autres parlent de lui, ils vous expliquent que c'est du lourd. C'est absolument dans ça qu'il est maintenant. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs de cette saison. Il est véritablement dedans, il est bien installé. Donc tu attends un Pascal Siakam pour la reprise plus rugissant que jamais. Tu veux dire? Il va être là. Sa présence au All-Star, il avait fait quelques moves, avait pas beaucoup joué, mais ça relève ça rend hommage aux gens qui travaillent. Récemment, la dernière fois que je suis tombé sur une photo dans l'actu, une photo de Pascal Siakam, c'était une photo où il était en compagnie du franco-camerounais là, Alex Tikou. Alex Tikou, il était là en février, lui-même invité à Basket Without Borders. Il avait rencontré Siakam. Et oui, il a rencontré Siakam. Alex Tikou, c'est un bon jeune joueur. Lui-même, comme Pascal Siakam, il a commencé le basket en France, à Hermont-Aubonne. Et le petit là il vient de signer avec Alabama State. Il a choisi sa fac, Alabama. Tous ces petits jeunes là, ils sont fiers quand ils voient Pascal Siakam. Ils veulent marcher dans ses pas. Maintenant, Kawhi ou pas, je dis pour moi, au jour d'aujourd'hui, les Raptors sont l'équipe la mieux préparée. Ils sont favoris. Parce que ils ont eu énormément de blessures et tout ça. Et puis, ils ont de très bons joueurs. Quelqu'un comme Marc Gasol, il a été champion du monde l'an dernier. Championnat du monde. Les Raptors restent favoris. Vas-y vers la conclusion. Vas-y. Et donc, en fait, si vous voulez, moi je dis Pascal Siakam, ça va être à regarder, hein, dans la bulle et tout ça. Ça va être à regarder. Comme on arrive à la fin de cette émission, je voulais juste profiter pour adresser toutes mes félicitations à ma nièce Viane et puis à ma cousine Victoria. Ces deux demoiselles ont eu le bac avec mention. Félicitations. Toutes les félicitations. On leur adresse les félicitations. Ouais. Voilà, je leur adresse à toutes les deux. Et l'an prochain, elles vont entamer des études de médecine. Et c'est bien quand on voit un enfant noir réussir. L'enfant noir a beaucoup moins de chances que les autres de réussir. Mais c'est bien quand vous êtes là et que vous faites le travail. Voilà. Tu n'oublieras pas de leur donner
le lien de la radio pour qu'ils écoutent la dédicace. Oui, je leur dirai. Voilà, Missy, merci pour cette conclusion, le Doc NP. Merci, voilà, vous l'aurez compris, hein, voilà nos attentes. En tout cas, on a fait le retour sur la carrière, l'actualité de ces 3 joueurs majeurs, on va dire ça comme ça, dans la reprise. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs dont on aurait pu parler. Le Doc NP m'a rappelé, voilà, il y a Joachim Noah, on aurait pu parler de Joachim Noah, on aurait pu parler de Chris Silva, du côté du 8 de Miami. Il y a d'autres joueurs d'origine africaine, bien entendu, qui seront là dans la bulle. Mais on va en parler, vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit, Total Africa NBA, c'est la reprise à partir d'aujourd'hui. Donc on aura des sujets pour les autres joueurs d'origine africaine. On en fera une sur Joachim. J'adore faire des émissions sur Joachim Noah d'ailleurs. Il y a toujours des choses à dire. Voilà, on va remercier les panélistes. Le Doc One Piece, c'était sympa. Merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine. Le Doc. Oui, merci à tout le monde. Passez un très bon début de semaine pour tout le monde. Donc, on se dit à la prochaine. Au courant de la semaine, je serai dispo. Voilà, merci Doc One Piece. Missy, c'était un plaisir. Merci pour cette belle émission et à la prochaine. Oui. Merci. Félicitations à Lewis Hamilton qui a gagné son premier Grand Prix de la saison après la deuxième course. Voilà. Merci, Missy. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce talk show. C'était un plaisir, c'était Oncle Phil Basket avec Missy, le Doc One Piece. On vous dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Ciao les amis, bye bye. Ciao Missy, ciao le Doc. Ciao, bye bye. Ciao. Bye bye les amis, à la prochaine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.